lors de ma cérémonie de remise de diplôme, j'ai discrètement transféré la totalité de mon héritage de 5 millions de dollars de mon grand-père dans une fiducie à mon nom. Le lendemain matin, mes parents et mon frère. Cérémonie, me regardant recevoir mon master en finance. J'étais assise au deuxième rang, signant discrètement sur mon téléphone des documents qui transféraient la totalité de mon héritage de 5,2 millions de dollars de mon grand-père dans une fiducie irrévocable sous mon contrôle exclusif. Le lendemain matin, mes parents et mon frère se sont présentés à mon appartement dans le quartier de Lincoln Park à Chicago à 8h47 avec un agent immobilier, une décoratrice d'intérieur et un classeur rempli d'échantillons de peinture. Ils avaient déjà choisi une maison à acheter pour moi, une maison de style colonial de 4 chambres à Wilmette, affichée à 1,8 million de dollars. Ma mère avait sélectionné les meubles. Mon frère avait calculé combien je devais lui donner pour le lancement de sa start-up. Mon père avait rédigé un plan d'investissement familial qui répartissait mon héritage sur plusieurs projets, dont aucun n'avait mon accord. Ils sont entrés dans mon salon avec du champagne et des félicitations, prêts à dépenser un argent qui n'était plus accessible à aucun d'entre eux. Quand je leur ai dit ce que j'avais fait la veille, la coupe de champagne de ma mère a glissé de sa main et s'est brisée sur mon parquet. Mon frère a dit, « Tu as fait quoi ?» Et mon père, l'homme qui avait passé 26 ans à m'apprendre que la famille passe toujours en premier, m'a regardé comme si j'avais commis une trahison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon grand-père préparait ce moment depuis 3 ans. Et tout ce qui s'est passé ensuite, il l'avait déjà prédit dans une lettre que je ne lirai que ce matin-là. Pas à la cérémonie de remise des diplômes. Ce n'était que le moment où j'ai pris le contrôle. Cette histoire commence 3 ans plus tôt, en juin 2021, quand j'avais 23 ans et que mon grand-père William Campbell m'a fait asseoir dans son bureau à Evanston pour me dire qu'il était mourant. Nous vivions à Evanston, dans l'Illinois, une banlieue juste au nord de Chicago où le lac Michigan rencontre les vieilles fortunes et où l'université Northwestern attire suffisamment d'étudiants pour maintenir l'économie locale florissante. Mon grand-père avait bâti Campbell Financial Advisors à partir de rien en 1978. En 2021, le cabinet gérait 840 millions de dollars d'actifs pour 340 clients à travers le Midwest. Il avait commencé dans un bureau loué au-dessus d'une sandwicherie sur Chicago Avenue avec un assistant et un Rolodex. 43 ans plus tard, il employait 47 personnes et possédait tout le bâtiment. Mon père, Robert Campbell, était censé reprendre le cabinet. Ça a toujours été le plan. Robert avait 54 ans en 2021, il était associé principal chez Campbell Financial avec 28 ans d'expérience et un MBA de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Il était doué dans son travail, charismatique avec les clients, intelligent concernant les marchés, et respecté par tous ceux qui le rencontraient. Mais mon grand-père ne l'avait jamais officiellement nommé successeur. Il répétait sans cesse, « Nous avons le temps, rien ne presse. Nous formaliserons cela un jour. » Ma mère, Christine Campbell, ne travaillait pas. Elle était assistante juridique lorsqu'elle a rencontré mon père en 1992, mais elle a arrêté après la naissance de mon frère Jason en 1995. Elle passait ses journées à faire du bénévolat au Centre d'art d'Evanston, à organiser des collectes de fonds pour les écoles de North Shore et à gérer le calendrier social de notre famille avec la précision d'une opération militaire. Jason, mon frère aîné de 3 ans, travaillait dans les ventes pour une entreprise technologique à River North, gagnant 110 000 dollars par an. Il présentait toujours des idées de start-up, toujours à une réunion de capital risque de faire des millions, demandant toujours des prêts à mes parents pour financer son prochain grand projet. Il disait toujours oui. J'étais différente. J'étais allé à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign pour ma licence, avec une majeure en économie et une moyenne de 3,87. J'avais été accepté à la Kellogg School of Management de Northwestern pour mon master en finance, un programme de 2 ans qui coûtait 140 000 dollars rien qu'en frais de scolarité. Mon grand-père a tout payé, pas mes parents, mon grand-père. Il a rédigé lui-même les chèques, directement à l'université, et il n'en a jamais parlé lors des dîners de famille. Quand je le remerciais, il disait simplement « Investis d'abord en toi-même, Lorraine. Tout le reste suivra. » En juin 2021, j'étais à la maison pour l'été entre ma première et ma deuxième année à Kellogg. Je faisais un stage chez William Blair, une société de gestion de patrimoine dans le centre de Chicago, gagnant 6 200 dollars par mois pendant 10 semaines. Je vivais dans la maison d'amis de mon grand-père, une petite remise réaménagée derrière sa résidence principale sur Sheridan Road. Il me faisait payer 400 dollars par mois de loyer, bien en dessous du prix du marché, et il utilisait cet argent pour m'acheter des courses chaque semaine.
Je n'ai réalisé qu'il subventionnait tout mon été que des années plus tard. Un soir de fin juin, mon grand-père a frappé à la porte de la remise. Il était 19h30. Le soleil était encore levé, une lumière dorée filtrant à travers les chênes de son jardin. « Lorraine » a-t-il dit, « pouvons-nous parler dans mon bureau ?» Je l'ai suivi dans la maison principale. Son bureau était au 2e étage, tapissé de livres, de vieux meubles en cuir et d'un bureau en acajou ayant appartenu à son père. Il s'est assis dans son fauteuil de lecture et m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. « J'ai quelque chose à te dire » a-t-il dit. Sa voix était calme, posée, le même ton qu'il utilisait pour expliquer les intérêts composés ou les stratégies fiscales. On m'a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4. Les médecins me donnent 12 à 18 mois. Je l'ai dévisagé. Les mots n'avaient aucun sens au début. Mon grand-père avait 76 ans, mais il en paraissait 60. Il jouait encore au tennis 2 fois par semaine. Il travaillait encore 50 heures par semaine au cabinet. Il était censé être indestructible. « Grand-père » ai-je commencé. Il a levé la main. « Je te le dis en premier, parce que tu es la seule personne dans cette famille en qui j'ai confiance pour l'entendre sans tout ramener à elle-même. Ton père va immédiatement commencer à s'inquiéter pour le cabinet. Ta mère va commencer à planifier des funérailles. Jason va commencer à poser des questions sur mon testament. Tu vas assimiler ça calmement et me demander ce dont j'ai besoin. C'est ce que tu es. » Il avait raison. Je suis resté assise là, les mains croisées sur mes genoux, et j'ai dit, « De quoi as-tu besoin ?» Il a souri. « C'est pour ça que je te laisse tout. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Mon patrimoine s'élève à environ 5,2 millions de dollars. Le cabinet lui-même vaut considérablement plus, mais je l'ai structuré séparément à travers un plan de succession avec les associés principaux. Mes actifs personnels, ma maison, mes investissements, mes économies, tout cela te revient, pas à ton père. Robert héritera d'une part du cabinet par le biais de l'accord d'association, a dit mon grand-père. Il sera à l'aise financièrement pour le reste de sa vie, mais le patrimoine personnel te revient. Je dois t'expliquer pourquoi, et j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Au cours de l'heure qui a suivi, mon grand-père a exposé son raisonnement. Il avait passé des décennies à regarder mon père gérer brillamment l'argent de ses clients, mais terriblement le sien. Robert et Christine vivaient dans une maison d'une valeur de 1,3 million de dollars avec une hypothèque de 480 000 dollars. Ils conduisaient des voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre, prenaient des vacances avec des cartes de crédit et maintenaient un style de vie financé par la dette et les attentes d'un héritage futur. Jason était pire. À 26 ans, il avait déjà emprunté 95 000 dollars à mes parents pour 3 tentatives de start-up ratées. Un service de livraison de kits de repas qui n'a jamais vu le jour, une application de trading de crypto-monnaie qui a perdu de l'argent, un service de location de voitures de luxe qui n'a pas pu obtenir d'assurance. À chaque fois, il promettait de les rembourser. À chaque fois, il ne le faisait pas. Ton père a 54 ans, a dit mon grand-père. Si je lui laisse 5 millions de dollars, il les dépensera en 10 ans pour essayer de maintenir un style de vie qu'il ne peut pas assumer et pour financer les illusions de ton frère. Ta mère redécorera cette maison 4 fois et fera des voyages en Europe qu'elle documentera sur Facebook. Jason leur proposera des opportunités d'investissement qui n'existent pas. Et dans une décennie, tout aura disparu. Mais toi, Lorraine, tu as économisé 11 000 dollars de ton stage l'été dernier. Tu as 23 ans, tu gagnes 6 000 dollars par mois, et tu en places 40% dans des fonds indiciels. Tu prépares tes repas. Tu vis dans ma remise pour 400 dollars par mois alors que tu pourrais exiger que je te laisse vivre ici gratuitement. Tu comprends la gratification différée. Tu comprends les intérêts composés. Tu comprends que la richesse ne réside pas dans ce que l'on dépense, mais dans ce que l'on conserve. Je ne savais pas quoi dire. Grand-père, ils vont me détester. Probablement, a-t-il admis. C'est pourquoi je ne leur dis rien pour le moment. Et c'est pourquoi je vais t'aider à le protéger. Au cours des 3 années suivantes, mon grand-père et moi nous sommes rencontrés en secret. Une fois par mois, toujours dans son bureau, toujours le soir quand il n'y avait personne d'autre. Il m'a présenté à son avocate spécialisée en succession, une femme nommée Margaret Fitzpatrick, qui travaillait dans un cabinet appelé Hartman & Associates dans le centre d'Evanston. Margaret avait la soixantaine, elle était vive, directe,
le genre d'avocate qui avait vu toutes les querelles familiales imaginables et n'avait aucune patience pour les absurdités. Votre grand-père souhaite créer une fiducie irrévocable, m'a-t-elle dit lors de notre première réunion en août 2021. La fiducie sera financée par l'intégralité de son patrimoine personnel à son décès. Vous serez la seule bénéficiaire et l'unique administratrice de la fiducie. Cela signifie que vous contrôlerez totalement les actifs. Personne ne pourra vous forcer à distribuer des fonds. Personne ne pourra intenter un procès pour accéder à l'argent. Il est protégé. Pourquoi irrévocable, ai-je demandé. Parce que, a dit Margaret, si elle est révocable, elle peut être contestée. Votre famille pourrait invoquer un abus de faiblesse, une capacité altérée ou de nombreuses autres théories juridiques. Une fiducie irrévocable est beaucoup plus difficile à contester. Une fois établie et financée, c'est fait. Mon grand-père a ajouté, il ne s'agit pas de punir ton père ou ton frère. Il s'agit de te protéger pour que tu ne deviennes pas leur distributeur automatique. S'ils savent que tu as accès à des millions, ils n'arrêteront jamais de demander. La fiducie te donne une couverture légale pour dire non. Nous avons passé 18 mois à tout structurer. La fiducie a été établie en janvier 2022. Les conditions étaient spécifiques. Je ne pouvais pas accéder au capital avant l'âge de 25 ans. Je pouvais effectuer des retraits pour l'éducation, les soins de santé ou l'investissement dans des actifs dont la valeur s'apprécie comme l'immobilier, mais seulement avec l'approbation de l'administrateur, ce qui signifiait ma propre approbation. Je devais documenter chaque retrait. La fiducie incluait une clause stipulant que si je distribuais des fonds à des membres de ma famille pour des raisons autres que l'éducation ou la santé, je déclencherais une pénalité qui réduirait mes propres distributions de 50% pendant 5 ans. Ton grand-père te lie les mains exprès, m'a expliqué Margaret. Ainsi, quand ta famille demandera de l'argent, tu pourras honnêtement dire que la fiducie ne le permet pas. Ce n'est pas toi qui dis non. C'est la fiducie. En mars 2023, la santé de mon grand-père a décliné rapidement. Il traitait le cancer par chimiothérapie, mais cela a cessé de fonctionner. En avril, il recevait des soins palliatifs chez lui. Je lui rendais visite tous les jours après mes cours à Kellogg. Nous nous asseyions dans son bureau, parfois en parlant, parfois juste en silence. Un après-midi de fin avril, il m'a tendu une enveloppe scellée. Ne l'ouvre pas avant que je sois parti, a-t-il dit. Et ne l'ouvre pas avant le matin suivant ta remise de diplôme. Tu sauras quand tu auras besoin de la lire. Grand-père, j'ai commencé à pleurer. Il m'a serré la main. Tu vas très bien t'en sortir, Lorraine. Tu es plus forte que tous. Ne les laisse pas te culpabiliser de te protéger. Il est décédé le 2 mai 2023 à 23h20, moi tenant sa main gauche et mon père tenant sa main droite. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard dans une église du centre d'Evanston. Plus de 400 personnes y ont assisté, des clients, des collègues, des amis, la famille. Mon père a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé de William Campbell l'homme d'affaires, le mentor, le père. Il n'a pas mentionné William Campbell le grand-père. Je n'ai pas pleuré pendant la cérémonie. J'avais déjà versé mes larmes en privé. La lecture du testament était prévue pour le 15 mai 2023 dans le bureau de Margaret Fitzpatrick. Mes parents, Jason et moi étions assis dans une salle de conférence pendant que Margaret lisait le document. Le plan de succession du cabinet a été présenté en premier. Mon père et 3 autres associés principaux hériteraient de parts égales de propriété, chacune évaluée à environ 3,8 millions de dollars. Mon père a eu l'air soulagé. Puis Margaret en est venue au patrimoine personnel. Je lègue ma résidence personnelle, mes comptes d'investissement et tous les actifs restants à ma petite-fille, Lorraine Marie Campbell. Ils seront détenus dans la fiducie irrévocable Lorraine Campbell établie le 14 janvier 2022. Ma mère s'est redressée. Mon père a froncé les sourcils. Jason a dit, « Attendez, et nous ?» Margaret a continué sa lecture. Je fais ce legs car Lorraine a fait preuve de responsabilité financière, d'intégrité et d'indépendance. Je lui fais confiance pour gérer ses actifs judicieusement. À mon fils, Robert, je laisse ma collection de montres et ma bibliothèque. À mon petit-fils Jason, je laisse ma Mustang de 1967. Une collection de montres et une voiture, a dit ma mère. C'est tout. La valeur totale du patrimoine personnel est d'environ 5,2 millions de dollars, a déclaré Margaret.
La totalité va dans la fiducie de Lorraine. Mon père m'a regardé. Étais-tu au courant de ça? J'ai hoché la tête. Depuis quand? Depuis 2021. Jason s'est levé. Tu savais depuis 2 ans que tu allais tout avoir et tu ne nous l'as pas dit. Grand-père m'a demandé de ne pas le faire. La voix de ma mère était glaciale. Comme c'est pratique. Margaret est intervenue. Madame Campbell, la fiducie a été établie légalement et avec une évaluation psychiatrique complète, confirmant la capacité testamentaire de Monsieur Campbell. Si vous souhaitez contester, vous en avez le droit. Mais je dois vous informer que William a anticipé cette possibilité et a laissé une documentation détaillée de son raisonnement. Mon père a posé la question que je redoutais. Peut-elle distribuer des fonds de la fiducie? Margaret m'a regardé. Je suis restée silencieuse. Elle a répondu pour moi. La fiducie autorise des distributions à la discrétion de l'administratrice pour des motifs précis. Les dons à la famille sont restreints sous peine de clause de pénalité. Donc elle pourrait nous donner de l'argent si elle le voulait, a dit ma mère. Techniquement, a dit Margaret. Mais le faire déclencherait des pénalités financières importantes pour Lorraine elle-même. La fiducie est conçue pour protéger les actifs, pas pour financer les demandes familiales. Nous avons quitté le bureau en silence. Personne n'a parlé dans l'ascenseur. Personne n'a parlé dans le parking. Quand nous sommes arrivés à nos voitures, mon père a fini par dire « Nous devons en parler en famille ». Pas aujourd'hui, ai-je dit. J'ai besoin de temps pour assimiler. Lorraine, cela nous affecte tous. Cela m'affecte moi, papa. C'est mon héritage. C'est la succession de notre père, a rétorqué ma mère. Et il n'avait clairement pas toute sa tête quand il a pris ses décisions. Il a été évalué par un psychiatre, ai-je répondu. Margaret a la documentation. Tu l'as manipulé, a dit Jason. Tu vivais dans sa remise. Tu passais chaque jour avec lui. Tu l'as convaincu de nous écarter. Je ne vous ai pas écarté. Grand-père a fait ses propres choix. Des choix que tu as influencés, a dit ma mère. Nous n'avons pas fini d'en discuter, Lorraine. Si, ai-je dit. Nous avons fini. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Pendant l'année qui a suivi, de mai 2023 à mai 2024, ma famille a tout essayé. Ma mère m'appelait 2 fois par semaine pour me demander de parler des intentions de grand-père. Mon père m'envoyait des emails avec des opportunités d'investissement nécessitant ma participation. Jason s'est présenté à mon appartement de Lincoln Park, celui que j'avais loué avec mon propre argent gagné grâce à mon stage et à mon travail à temps partiel comme assistante d'enseignement à Kellogg, pour me demander des prêts pour sa toute nouvelle idée de start-up. J'ai dit non à tout. La fiducie ne le permet pas, répétais-je encore et encore. Je ne peux pas distribuer de fonds pour des motifs non approuvés. Mais tu contrôles la fiducie, a dit mon père lors d'un dîner particulièrement tendu en décembre 2023. Tu pourrais l'approuver. Je pourrais, ai-je répondu, mais je ne le ferai pas. C'est à ce moment-là que le ressentiment a vraiment commencé à se cristalliser. Au printemps 2024, ma mère avait cessé d'appeler. Les emails de mon père sont devenus formels, distants. Jason m'a envoyé un SMS en mars disant « J'espère que tu es heureuse d'être riche et seule ». J'ai obtenu mon diplôme de Kellogg le 18 mai 2024 avec un master en finance, une moyenne de 3,91 et une offre d'emploi de Goldman Sachs commençant en juillet avec un salaire de base de $165 000 plus les bonus. Ma famille est venue à la cérémonie de remise des diplômes. Ils se sont assis ensemble dans le public. Ils ont applaudi quand j'ai traversé la scène. Ils ont souri pour les photos après. Et pendant tout ce temps, je pensais aux documents que Margaret m'avait envoyés la veille. Le financement de la fiducie serait finalisé dans les 24 heures suivant ma remise de diplôme. Tous les actifs de mon grand-père, la maison d'Evanston d'une valeur de 2,1 millions de dollars, les comptes d'investissement d'une valeur de 2,8 millions de dollars, l'épargne et les réserves de liquidité d'une valeur de 300 000 dollars. Tout serait transféré dans la fiducie irrévocable Lorraine Campbell à exactement 17 heures le 18 mai 2024. Il me suffisait de signer les derniers documents confirmant la réception. Je l'ai fait pendant la cérémonie. J'étais assise au 2e rang de chaises pliantes sur la pelouse en bord de lac de Northwestern, portant ma toge et ma toque, tenant mon téléphone bas pour que personne ne puisse voir l'écran.
Margaret m'avait envoyé un lien sécurisé. Je l'ai ouvert, j'ai examiné les documents, j'ai signé électroniquement avec mon doigt. Transfert confirmé à 16h47. À la fin de la cérémonie à 18h15, j'étais l'unique contrôleuse de 5,2 millions de dollars. Ma famille n'en avait aucune idée. Ce soir-là, nous avons dîné dans un restaurant du centre d'Evanston, un endroit appelé Campagnola que mon grand-père adorait. Mes parents, Jason, ma tante et mon oncle, quelques amis de la famille. Tout le monde m'a félicité. Mon père a porté un toast pour dire à quel point grand-père aurait été fier. Ma mère a posté des photos sur Facebook avec des légendes sur sa brillante fille. Jason m'a payé un verre et m'a dit, « Maintenant que tu as fini l'école, nous devrions parler d'opportunités d'investissement. » J'ai souri et hoché la tête, sans dire un mot sur ce que j'avais signé 2 heures plus tôt. Le lendemain matin, 19 mai 2024, je me suis réveillé à 7 heures dans mon appartement. L'enveloppe scellée que mon grand-père m'avait donnée un an plus tôt était posée sur le comptoir de ma cuisine, là où je l'avais laissée la veille. J'ai fait du café, je me suis assise à ma petite table à manger et je l'ai ouverte. La lettre à l'intérieur comportait 3 pages, écrite à la main de l'écriture familière de mon grand-père. Ma chère Lorraine, si tu lis ceci, tu viens d'obtenir ton diplôme et la fiducie est maintenant financée. Félicitations. Tu as mérité tout ce que tu as. Non pas grâce à moi, mais grâce à tes propres choix. J'écris cette lettre pour te préparer à ce qui va se passer. Dans les 24 heures suivantes à remise de diplôme, tes parents et Jason arriveront à ton appartement avec des projets. Ils attendent ce moment, le moment où tu auras officiellement accès à l'argent. Ils ne connaissent pas encore les restrictions de la fiducie. Ils pensent que tu peux distribuer les fonds librement. Ils vont te demander d'acheter une maison, probablement à Wilmette ou Kenilworth, quelque chose de cher qu'ils pourront exhiber à leurs amis. Ils présenteront ça comme une façon de t'aider à te constituer un patrimoine, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est que tu accueilles les réunions de famille dans un espace qu'ils auront aidé à choisir. Jason te présentera sa dernière start-up. Il aura un plan d'affaires, des rendements projetés, peut-être même une présentation PowerPoint. Il te dira que c'est une valeur sûre, que tu vas gagner des millions, que c'est la famille qui aide la famille. Ta mère aura des idées de décoration, des catalogues de meubles, des échantillons de peinture. Elle voudra s'impliquer dans ta vie comme elle ne l'a jamais fait auparavant parce que maintenant tu as quelque chose auquel elle veut avoir accès. Ton père sera plus subtil. Il parlera d'héritage familial, de stratégie d'investissement, de mise en commun des ressources. Il fera en sorte que cela paraisse raisonnable, intelligent, comme s'il veillait sur toi. J'étais assise là, lisant les mots de mon grand-père et ayant l'impression qu'il était assis en face de moi, prédisant l'avenir avec une précision absolue. Voici ce que j'ai besoin que tu comprennes, poursuivait la lettre, rien de tout cela n'a pour but de t'aider. Il s'agit d'accéder à un argent auquel ils estiment avoir droit parce qu'ils sont ta famille. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ils t'aiment à leur manière, mais ils ont passé toute leur vie à vivre au-dessus de leurs moyens et à attendre que je les tire d'affaire. Je l'ai fait pendant des années. J'ai payé leurs cartes de crédit. J'ai financé les idées de Jason. J'ai accordé à tes parents des prêts qu'ils n'ont jamais remboursés. Et ça ne s'est jamais arrêté. Ça n'a fait qu'empirer. Je ne te laisse pas cet argent pour que tu fasses la même chose. Je te le laisse pour que tu puisses construire une vie selon tes propres termes. La fiducie te protège légalement. Cette lettre te protège émotionnellement. Quand ils te demanderont, et ils le feront, tu dois dire non. Pas parce que tu es cruel, mais parce que dire oui ne les aidera pas. Cela les encouragera. Ils doivent apprendre à vivre selon leurs moyens. Tu dois apprendre que tu ne dois à personne l'accès à tes ressources simplement parce que vous partagez le même ADN. La lettre se terminait par un dernier paragraphe que j'ai lu 3 fois. Tu vas te sentir coupable. Tu vas te demander si j'ai fait une erreur, si tu devrais partager, si être une bonne fille et une bonne sœur signifie sacrifier ta propre sécurité financière. Ne le fais pas. La culpabilité est leur arme. Tu n'es pas responsable de leur choix. Tu n'es pas tenu de financer leur train de vie. Tu as le droit de te protéger. Je t'aime, Lorraine. Je suis fier de toi et j'ai totalement confiance en toi. Construis quelque chose de beau avec ce cadeau. Vis la vie que tu veux, pas la vie qu'ils attendent. À toi pour toujours, grand-père. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Puis je me suis assise à ma table, buvant mon café et attendant.
Ils sont arrivés à 8h47. J'ai regardé par la fenêtre la Mercedes de mon père se garer dans la rue en bas. Ma mère est sortie la première, puis mon père, puis Jason. Il y avait une quatrième personne, une femme que je ne reconnaissais pas, portant un porte-documents en cuir. Une cinquième personne, un homme dans la cinquantaine avec un badge d'agent immobilier accroché à sa ceinture. Ils sont montés. Mon père a frappé. J'ai ouvert la porte. « Bonjour, ma chérie », a dit ma mère, tenant une bouteille de champagne. « Nous voulions fêter ça avec toi. » « Il est 8h47 du matin, ai-je fait remarquer. « Il n'est jamais trop tôt pour le champagne quand on célèbre un master et un avenir brillant », a déclaré mon père. Il est passé devant moi dans mon appartement comme s'il était chez lui. Les autres ont suivi. La femme au porte-documents s'est présentée comme Diane Kowalski, décoratrice d'intérieur de Winnetka. L'homme était Brett Hoffman, agent immobilier chez Bear et Warner spécialisé dans les propriétés de la North Shore. « Maman, que se passe-t-il ? » « Ton père et moi en avons discuté, » a dit ma mère. « Maintenant que tu as obtenu ton diplôme et que tu as accès à ton héritage, il est temps de faire des investissements intelligents. À commencer par l'immobilier. » Brett s'est avancé avec un dossier. « J'ai identifié 3 propriétés qui seraient parfaites pour vous. Toutes dans d'excellents districts scolaires, avec un fort potentiel de plus-value, prêtes à être habitées. Celle-ci, a-t-il sorti une annonce, est une maison coloniale de 4 chambres à Wilmette, affichée à 1,8 million de dollars, magnifiquement rénovée, à distance de marche du métro, près de chez vos parents. Je n'achète pas de maison à Wilmette. Bien sûr que si, a dit ma mère. Tu ne peux pas rester éternellement dans cet appartement. C'est très bien pour une étudiante, mais tu es une professionnelle maintenant. Tu as besoin d'espace pour accueillir les dîners de famille, les rassemblements pour les fêtes. Nous pourrions y fêter Thanksgiving cette année. Je ne veux pas organiser Thanksgiving. Lorraine, a dit mon père, c'est une décision financière intelligente. L'immobilier est un excellent investissement, surtout sur le marché de la North Shore. Tu te constituerais un patrimoine au lieu de payer un loyer. J'ai déjà des biens immobiliers, ai-je répondu. La maison de grand-père à Evanston fait partie de la fiducie. Tu vas la vendre, a dit ma mère. Elle est trop grande pour une seule personne. Nous avons déjà parlé à quelques agents. La valeur marchande est d'environ 2,1 millions de dollars. Tu pourrais prendre cet argent et acheter quelque chose de plus pratique. Peut-être garder quelques centaines de milliers pour les rénovations. Je ne vends pas la maison de grand-père. Jason, qui était resté silencieux jusque-là, est intervenu. Ok, oublie la maison une seconde. Je dois te parler d'une opportunité. Il a sorti son téléphone et ouvert une présentation. Je développe une application appelée Quickland. C'est une plateforme de prêt entre particuliers ciblant les milléniaux et la génération Z. L'étude de marché est solide. J'ai juste besoin de 250 000 $ pour le développement et le marketing. D'ici 18 mois, nous prévoyons un rendement de 4 cents %. Non, ai-je dit. Lorraine, tu n'as même pas regardé les projections. Je n'ai pas besoin de regarder les projections, Jason. Je n'investis pas dans ton application. Pourquoi pas? Parce que je n'investis pas dans des entreprises dirigées par des personnes qui n'ont aucun historique de réussite. C'est dur, a dit ma mère. C'est honnête. Le visage de Jason devenait rouge. C'est différent des autres idées. J'ai un vrai développeur, un vrai plan d'affaires, une vraie étude de marché. Tu as dit la même chose pour le service de kit de repas, l'application crypto et l'entreprise de location de voitures, ai-je dit. Tu as emprunté 95 000 $ à papa et maman au cours des 5 dernières années. Tu as remboursé 0. Je ne vais pas te donner $250 000 pour les perdre. Ce n'est pas perdre. C'est investir, a rétorqué Jason. Dans ta famille. C'est ce que fait la famille. Nous nous soutenons mutuellement. Je me soutiens moi-même, ai-je dit. Et je ne finance pas tes fantasmes de start-up. La pièce est devenue silencieuse. Diane Kowalski, la décoratrice, avait l'air mal à l'aise. Brett Hoffman fixait ses chaussures. Mon père s'est raclé la gorge. Lorraine, je pense que nous devons en parler en privé, en famille. Nous sommes en train d'en parler en famille.
Vous avez amené un agent immobilier et une décoratrice d'intérieur dans mon appartement à 8h47 un dimanche matin sans me le demander. Vous avez supposé que je serais d'accord avec tout ce que vous aviez prévu. Nous essayons de t'aider, a dit ma mère. Sa voix avait ce ton tranchant qu'elle prenait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Tu n'as jamais eu beaucoup d'argent auparavant. Tu ne sais pas comment le gérer. Nous essayons de te guider. J'ai un master en finance de l'une des meilleures écoles de commerce du pays. Je pense comprendre comment gérer l'argent. Alors tu comprends que les investissements familiaux sont intelligents, a dit mon père. Mettre en commun les ressources, soutenir les projets des uns et des autres, construire ensemble une richesse générationnelle. C'est de cela que tu veux parler, ai-je demandé. Mettre en commun nos ressources. Parce que j'adorerais d'abord voir vos états financiers. Parlons de l'hypothèque de 480 000 $ sur votre maison qui aurait dû être remboursée il y a 5 ans. Parlons des 95 000 $ que Jason a empruntés et n'a jamais remboursés. Parlons du style de vie que vous avez maintenu pendant 30 ans et que vous avez financé avec des dettes et l'attente d'un héritage. Le visage de mon père s'est durci. Ce n'est pas juste. C'est exact, ai-je répondu. Lorraine. La voix de ma mère tremblait maintenant. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Tu es allé dans des écoles publiques parce que nous ne pouvions pas nous permettre le privé. Tu portais des vêtements de seconde main. Nous avons fait de notre mieux. Et j'en suis reconnaissante, ai-je dit. Mais cela ne veut pas dire que je vous dois l'accès à mon héritage. Ton héritage, a répété ma mère. C'était censé être notre héritage. Ton père était son fils. Cet argent aurait dû revenir à notre famille. Il m'est revenu, ai-je dit, et je ne le dépense pas comme vous le voulez. Jason s'est levé. Et alors? Tu vas juste l'accumuler? Vivre dans cet appartement merdique et laisser des millions dormir sur un compte bancaire pendant que ta propre famille galère. Vous ne galérez pas, ai-je dit. Tu gagnes 110 000 $ par an. Maman et papa possèdent une maison d'une valeur de 1,3 million de $. Aucun de vous ne galère. Vous dépensez juste trop. C'est incroyable, a dit Jason. Grand-père nous a complètement baisés et ça te convient très bien. Grand-père a fait ses propres choix, ai-je dit, et je fais les miens. Mon père a essayé une dernière fois. Lorraine, ma chérie, je sais que tu te sens sur la défensive en ce moment, mais nous ne sommes pas tes ennemis. Nous sommes ta famille. Nous voulons juste nous assurer que tu sois prudente avec cet argent. Nous pouvons t'aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. La bouteille de champagne était toujours posée sur le comptoir de ma cuisine, non ouverte. Ma mère l'a ramassée. Eh bien, je suppose qu'il n'y a rien à fêter après tout, a-t-elle dit. Elle est sortie. Jason a suivi sans rien dire. Brett Hoffman et Diane Kowalski se sont empressés de sortir après eux, visiblement soulagés de s'échapper. Mon père s'est attardé à la porte. Ce n'est pas fini, Lorraine. Si, ça l'est. Il est parti. J'ai refermé la porte derrière lui, je l'ai verrouillée, et je suis resté dans mon appartement vide, écoutant le silence. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. Un SMS de ma mère. Tu as fait ton choix. Ne t'attends pas à ce que nous soyons là quand tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. Au cours des 6 mois suivants, de mai 2024 à novembre 2024, ma famille a essayé différentes stratégies. Ma mère m'envoyait des articles sur l'importance de la famille et de la générosité. Mon père me transférait des opportunités d'investissement nécessitant mon capital. Jason m'envoyait des demandes Venmo pour de petits montants, 50 $, 100 $, pour tester si je céderais sur de petites demandes. J'ai tout ignoré. La fiducie avait des règles et je les suivais. En juillet 2024, j'ai commencé mon travail chez Goldman Sachs. Le travail était intense. Des semaines de 70 heures, des modélisations financières complexes, des présentations aux clients. J'adorais ça. J'étais doué pour ça. En octobre, on m'a affecté à une importante opération de fusion-acquisition d'une valeur de 2,3 milliards de $. J'ai quitté mon appartement de Lincoln Park et acheté un appartement dans le quartier de South Loop en utilisant les fonds de la fiducie. Margaret m'a aidé à le structurer correctement. La fiducie a acheté la propriété comme un actif d'investissement,
et j'y vivais en payant un loyer au prix du marché à la fiducie. Tout était documenté, tout était légal. L'appartement était un 2 pièces de 130 mètres carrés avec des baies vitrées donnant sur Grand Park. Je l'ai meublé moi-même avec des meubles de milieu de gamme de chez Room & Board. Je n'ai pas engagé de décorateur d'intérieur. Je n'ai pas demandé de conseil de décoration à ma mère. J'ai construit un espace qui était entièrement le mien. En novembre 2024, mon père m'a appelé pour la première fois depuis des mois. Lorraine, il faut qu'on parle. D'accord. J'ai réfléchi à ce que grand-père voulait. Je pense qu'il voulait que nous travaillions ensemble, que nous utilisions tes ressources et mon expérience pour construire quelque chose en famille. Papa, la fiducie ne fonctionne pas comme ça. Je sais ce que dit la fiducie, mais c'est toi qui la contrôles. Tu pourrais faire des exceptions. Je pourrais, ai-je dit, mais je ne le ferai pas. Il y a eu un long silence. Tu as changé, a-t-il dit. Avant, tu te souciais de la famille. Je me soucie toujours de la famille, ai-je répondu. Je ne confonds simplement pas le fait de s'en soucier avec le fait de la financer. C'est froid, Lorraine. C'est honnête. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois égoïste. Vous m'avez élevé pour que je sois indépendante. Vous m'avez élevé pour que je prenne des décisions financières intelligentes. Je fais les deux. Cette conversation est terminée, a-t-il dit, et il a raccroché. Je me suis assise dans mon appartement ce soir-là, regardant la ligne d'horizon de Chicago, et j'ai pensé à mon grand-père. Il avait eu raison sur toute la ligne, la maison, le pitch de la start-up, la culpabilité, les accusations. Il avait tout vu venir parce qu'il l'avait vécu lui-même pendant des décennies. La différence, c'est qu'il avait toujours cédé. Il avait toujours fait les chèques, co-signé les prêts, payé les cartes de crédit, et ça n'avait jamais aidé. Ça leur avait juste appris à continuer à demander. En décembre 2024, ma tante Diane, la sœur de mon père, m'a appelé. Elle était restée plutôt neutre pendant le conflit familial, mais maintenant elle avait quelque chose à dire. Lorraine, je dois te dire quelque chose. Ton grand-père m'a parlé avant de mourir. Il m'a dit ce qu'il prévoyait avec la fiducie. Il m'a demandé de veiller sur toi si les choses devenaient difficiles. Je ne savais pas que les choses avaient empiré à ce point. Ils ont essayé de me faire acheter une maison à Wilmette le matin après ma remise de diplôme, ai-je dit, avec un agent immobilier et une décoratrice qu'ils avaient déjà engagée. Elle a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Ça ressemble bien à Christine. Écoute, je veux que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pense pas que tu as tort. Ton grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Robert et Christine vivent au-dessus de leurs moyens depuis 30 ans. Jason ne s'est jamais tenu responsable de rien. Tu te protèges, et c'est intelligent. Merci, ai-je dit. Ne les laisse pas te faire te sentir coupable, a-t-elle ajouté. Tu n'es pas responsable de leur choix. En janvier 2025, Jason s'est fiancé à une femme nommée Melissa qui travaillait dans le marketing. Les fiançailles ont été annoncées sur Facebook avec des photos professionnelles et une longue légende sur le fait d'avoir trouvé son âme sœur. 2 semaines plus tard, Jason m'a appelé. Et, Lorraine, on peut parler? Bien sûr. Melissa et moi nous marions en octobre. Je voulais te le faire savoir. Félicitations. Merci. Alors, on planifie le mariage et c'est cher. Vraiment cher. Melissa veut un grand truc dans un domaine viticole dans le Michigan. On table sur 75 000 $ pour le tout. Je n'ai rien dit. Je me demandais si tu serais d'accord de contribuer en tant que sœur pour nous aider à commencer notre vie ensemble. Non, ai-je dit juste comme ça. Pas de discussion. Non, Jason. Je vais me marier. C'est un moment énorme dans ma vie et... Je suis heureuse pour toi, ai-je coupé, mais je ne paierai pas ton mariage. Pourquoi pas? Tu as des millions. On galère, ici. Tu gagnes 110 000 $ par an. Melissa gagne 80 000 $. Vous ne galérez pas. Vous planifiez un mariage que vous ne pouvez pas vous permettre. Alors on devrait juste faire une cérémonie merdique à la mairie parce que tu refuses de nous aider. Vous devriez faire un mariage qui correspond à votre budget. J'ai ajouté, ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille, a dit Jason. La famille est là les uns pour les autres. Je suis là pour toi, ai-je dit.
Je t'apprends la responsabilité. Va te faire foutre, Lorraine, a-t-il lancé, et il a raccroché. Je n'ai plus eu de ses nouvelles jusqu'au mariage en octobre 2025. Je n'étais pas invité. Je l'ai découvert grâce aux photos que ma mère a publiées sur Facebook. La cérémonie a eu lieu dans un domaine viticole du Michigan. Ça avait l'air cher, et j'ai supposé qu'ils avaient emprunté de l'argent à nos parents ou qu'ils s'étaient endettés. De toute façon, ce n'était pas mon problème. À la fin de 2025, cela faisait 18 mois que j'étais chez Goldman Sachs. J'avais été promu associé. Mon salaire avait augmenté à 195 000 $ plus une prime de 60 000 $. Je gérais un portefeuille de clients de plus de 500 millions de dollars. J'avais 27 ans et je construisais exactement la vie que mon grand-père avait voulu pour moi. La fiducie avait atteint 5,8 millions de dollars grâce à des investissements prudents. J'avais prélevé des distributions pour mon appartement, pour une voiture d'occasion fiable, pour des cours de formation continue. Tout était documenté, tout respectait les directives de la fiducie. Je n'avais pas donné un seul dollar à ma famille. Et je ne le regrettais pas. En février 2026, ma mère m'a appelé. C'était la première fois que nous nous parlions en plus d'1 an. Lorraine, c'est maman. Salut. J'ai besoin de te demander quelque chose. Ton père et moi refinançons la maison. La société de prêt hypothécaire exige un apport initial plus important que prévu. Il nous manque environ 100 000 $. Je me demandais si tu pouvais nous aider. Non, ai-je dit. Lorraine, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Nous sommes dans une position difficile. Vous êtes dans une position difficile parce que vous vivez au-dessus de vos moyens depuis 30 ans, ai-je répondu. Ce n'est pas à moi de régler ça. Nous ne te demanderions pas si nous n'étions pas désespérés. Alors vendez la maison, ai-je dit. Prenez plus petit. Déménagez dans un endroit que vous pouvez vraiment vous permettre. Nous n'allons pas vendre notre maison, a dit ma mère. Alors trouvez une autre solution, ai-je dit. Parce que je ne vous donnerai pas 100 000 $. Tu es une fille terrible, a-t-elle dit, et elle a raccroché. Je suis resté assise à mon bureau au travail, fixant mon téléphone, attendant de me sentir coupable. Ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti un soulagement. Le soulagement d'avoir maintenu ma limite. Le soulagement de ne pas avoir cédé. Le soulagement que mon grand-père m'ait donné les outils pour me protéger. Ce soir-là, j'ai ressorti sa lettre et j'ai relu le dernier paragraphe. Tu n'es pas responsable de leur choix. Tu n'es pas tenu de financer leur train de vie. Tu as le droit de te protéger. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans le tiroir de mon bureau. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié le solde de la fiducie. 5,9 millions de $, en croissance chaque trimestre. En sécurité, protégé, à moi. Il y a 3 semaines, début mars 2026, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas un email, une vraie lettre manuscrite de mon père. Lorraine, je t'écris ceci parce que je ne pense pas que tu prendras mon appel. Je veux m'excuser, pas pour t'avoir demandé de l'aide, je pense que la famille devrait s'entraider, mais pour la façon dont nous l'avons demandé, pour nous être présentés à ton appartement avec un agent immobilier. Pour avoir traité ton héritage comme s'il nous appartenait de le planifier, pour ne pas avoir respecté les limites que tu avais fixées. Ton grand-père a vu en toi quelque chose que je n'ai vu que récemment. Il a vu que tu étais assez forte pour dire non quand tout le monde autour de toi disait oui. Il a vu que tu comprenais la différence entre aider et encourager de mauvaises habitudes. Je ne suis toujours pas d'accord avec sa décision de tout te laisser. Je pense que je méritais plus de considération en tant que son fils, mais je comprends maintenant qu'il n'a jamais été question de ce que je méritais. Il était question de ce que tu avais gagné. Tu as travaillé plus dur que Jason. Tu as économisé quand nous dépensions. Tu as planifié quand nous avons réagi. Tu es devenu la personne en qui grand-père avait confiance parce que tu lui as montré qui tu étais à travers tes actes. Je ne demande pas d'argent. Je demande une relation. Ma fille me manque. Ça me manque de te parler du travail, de la vie, de choses sans importance. Je sais que je ne peux pas défaire les 2 dernières années, mais je te demande si nous pouvons recommencer, si tu es prête à essayer. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai appelé mon père. Il a répondu à la 2e sonnerie. Lorraine. Salut, papa. J'ai reçu ta lettre.
Merci de l'avoir lu. Je suis prête à essayer, ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. L'argent n'est pas disponible. Pas pour des prêts, pas pour des investissements, pas pour des sauvetages financiers. Si nous reconstruisons une relation, elle doit être séparée de la fiducie. Il y a eu un blanc. Je comprends. Vraiment? Parce que j'ai besoin de te l'entendre dire. Je ne te demanderai pas d'argent, a-t-il dit. Je ne parlerai pas de la fiducie. Je veux juste retrouver ma fille. D'accord, ai-je dit. Commençons par prendre un café. Que dis-tu de samedi? Samedi me va. Nous nous sommes retrouvés dans un café d'Evanston, un terrain neutre, à mi-chemin entre sa maison et mon appartement. Nous avons parlé pendant 1 heure. Pas d'argent, pas de la fiducie, pas du conflit familial. Nous avons parlé de travail, de ses clients, de mes projets chez Goldman. Nous avons parlé de livres que nous lisions, de films que nous avions vus, de la météo de Chicago. C'était gênant au début. 2 ans de silence ne disparaissent pas autour d'un latte, mais c'était un début. Au moment de partir, mon père a hésité. Je peux te demander une chose? Bien sûr. Es-tu heureuse? J'y ai réfléchi. Oui, ai-je répondu. Je le suis. Bien, a-t-il dit. C'est tout ce que je voulais savoir. Nous nous sommes revus pour un café 3 autres fois depuis lors. Ma mère n'a pas cherché à me contacter. Jason n'a pas cherché à me contacter. Je ne sais pas s'ils le feront un jour, mais cela me convient. Je construis une vie selon mes propres termes. Je travaille dans un domaine que j'aime. Je vis dans un espace que j'ai choisi. J'investis dans mon avenir, je ne finance pas le passé d'autres personnes. Mon grand-père m'a donné plus que de l'argent. Il m'a donné la permission de me protéger. Il m'a donné les outils pour dire non. Il m'a donné une fiducie qui ne pouvait pas être manipulée par la culpabilité, ni volée. Et surtout, il m'a donné une lettre qui m'a rappelé que je ne devais l'accès à ma vie à personne simplement parce que nous partagions le même ADN. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà subi des pressions pour donner de l'argent à votre famille, pour financer leurs erreurs, pour sacrifier votre sécurité pour leur confort, j'ai besoin que vous entendiez cela. Vous n'êtes pas égoïste parce que vous posez des limites. Vous n'êtes pas cruel parce que vous dites non. Vous n'êtes pas responsable de résoudre des problèmes que vous n'avez pas créés. La famille est importante, mais la famille ne signifie pas la soumission. Elle ne signifie pas financer l'irresponsabilité. Elle ne signifie pas se sacrifier pour maintenir la paix. Mon grand-père l'avait compris. Il a créé une fiducie qui m'a protégé légalement pour que je n'ai pas à me battre seul. Et il m'a laissé une lettre qui m'a protégé émotionnellement pour que je n'ai pas à porter une culpabilité qui n'était pas la mienne. J'ai 27 ans. J'ai 5,9 millions de dollars dans une fiducie qui croît chaque trimestre. J'ai une carrière dont je suis fier. J'ai un père avec qui je reconstruis une relation. Et je n'ai aucun regret quant au choix que j'ai fait.